De retour sur le plateau du débrief, enfin, on est en direct sur Tipeee, on est aussi en direct sur WhatsApp. Vous pouvez vous inscrire à notre WhatsApp en envoyant le hashtag débrief au 0471 200 300. Le numéro s'affiche en bas de votre écran. Alors lâchez vos coms, posez-nous vos questions et on tentera de les prendre en compte en direct. Vous le comprenez, on est avec vous. On est aussi avec deux invités. Jean-Claude Mas, bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude, vous êtes président de Préfère, une SBL qui fait de la prévention contre la radicalisation et la polarisation. Vous enseignez cette matière d'ailleurs dans le supérieur. Et vous êtes ici avec nous pour nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête de celles et ceux qui cèdent aux théories du complot. C'est d'ailleurs une partie de votre job, si je ne me trompe pas. Oui, en effet, dans les groupes, aussi bien dans les groupes radicalistes que dans les groupes sectaires, qui font également partie de mon job, les théories complotistes sont extrêmement fréquentes, alimentent, je dirais, la pensée de ces gens. Avec Jean-Claude Mas, Yves Collard. Yves Collard, bonsoir. Bonsoir. On aura le plaisir de vous entendre ici. On vous entendait aussi là. La théorie du complot postule qu'il y a un groupe secret qui s'efforce de changer le cours des événements, voire changer le cours du monde pour essayer de prendre le pouvoir sur celui-ci. Donc ça nécessite obligatoirement un groupe occulte. Yves, on l'a compris, vous êtes un expert des théories du complot. On peut dire qu'il y a du taf pour l'instant ? Il y a beaucoup de taf, mais il y a aussi un effet de mode et surtout ces théories du complot, elles ont toujours existé, il y en a eu toujours beaucoup. Simplement, elles s'intensifient aujourd'hui, elles se développent sur toute une série de plateformes, tablettes, smartphones. Ouais, les réseaux sociaux ont beaucoup aidé, évidemment. Ça décuple l'intensification de ces théories du complot. Voilà, le cadre est planté. On attaque. Les théories du complot, c'est quoi ? Petit rappel de barème. Vous pensiez que les théories du complot, c'était simplement des starlettes de la télé-réalité qui racontent n'importe quoi? Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc qu'on étudie à l'école, là, comment ça s'appelle? Les camps de concentration, ben voilà. Non, pas vraiment, c'est plus compliqué que ça. Je vous explique. Des théories du complot, il y en a depuis longtemps. Une des premières qualifiées comme telle, c'est lors de la Révolution française, où on accusait les francs-maçons d'avoir lancé la révolution. Rien que ça. Mais c'est vraiment depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que les théories du complot ont commencé à exploser. Assassinat de Kennedy par la CIA, création du sida en laboratoire ou encore Armstrong sur la Lune tourné en studio TV, tout y passe. Oui, ils avaient du budget effets spéciaux à l'époque. Et depuis une vingtaine d'années et les attentats du 11 septembre, les théories du complot ont explosé. C'est aussi dû aux réseaux sociaux sur lesquels un anonyme comme Dimi j'ai réalisé que la Terre était plate. Va avoir autant de poids et de légitimité qu'un expert comme François. Pourquoi notre bonne vieille Terre est-elle sphérique? Check it out! Mais check it out aussi, François. Résultat, aujourd'hui en France, ils sont 9% à croire que la Terre est plate. Et ces complots sont généralement portés par des types avec des sources pas hyper fiables. On parlait avec un chinois médecin, c'est le mari d'une amie à ma femme avec qui on a mangé avant-hier. Qui vont pourtant faire passer comme super crédibles. Voilà, d'avoir des sources d'information qui tiennent la route. Sur ce, je vous laisse, j'ai des enquêtes à mener sur Marius Gilbert. Apparemment, c'est un Illuminati reptilien. Ouais. Ça vous étonne, hein? C'est le frère d'une amie de mon mari qui m'a dit ça. Enfin, en même temps, je suis pas mariée, donc bon... Ouais. Voilà, ça c'est pour les théories du complot. Ceux qui y adhèrent, c'est assez difficile d'argumenter, de développer une argumentation rationnelle quand on est face à eux. Pas de bol, ça fait partie de votre travail, Jean-Claude. Et vous êtes venu même avec des cas très précis. Vous pouvez nous en parler? Oui, en réalité, mon boulot, c'est a priori de pousser les gens qui me consultent, s'ils sont confrontés à un complotiste, à justement ne pas argumenter, parce que quand on essaye d'argumenter face à un complotiste, on réussit seulement à faire naître une polémique. Polémique dont Albert Camus disait c'est la superposition de deux tumultueux monologues. C'est tout à fait contre-productif. Vous avez des cas précis de patients avec qui le dialogue a été compliqué à mettre en place? Oui, un certain nombre. Je pense par exemple à Rémi qui est parti dans une aventure assez malheureuse puisque ça s'est terminé par le fait qu'il attrape un cancer, qu'il veuille se soigner par les plantes et qu'il décède. Et donc moi j'ai reçu sa fille qui essayait d'établir un dialogue avec son père qui était devenu vraiment très très compliqué. Elle disait qu'elle ne le reconnaissait pas, que c'était comme un zombie.
Il était fermé à toute discussion. Vous avez pu l'approcher ou même pas? Vous en êtes tenu à je n'ai même pas essayé. Donc moi, mon boulot, la personne qui me consultait... Il aurait refusé de toute façon. Peut-être pas, mais en tout cas, en tant que psychologue, on travaille avec une demande et la demande venait de sa fille. Qui au départ arrivait à discuter avec lui parce que ça s'est fait de façon très très progressive. Il faut comprendre aussi, parce que quand on voit le bout du trajet, ça a l'air un peu délirant, mais il faut se rendre compte que c'est très progressif. Et donc au départ, c'est plutôt convaincant. Il y a des éléments de vérité, des éléments d'actualité, des éléments éventuellement même scientifiques qui viennent alimenter... la réflexion de quelqu'un qui fondamentalement est quelqu'un qui se pose des questions. Quelqu'un qui se pose pas de questions ne risque pas d'adhérer. Il se pose des questions, mais est-ce qu'on pourrait le qualifier de naïf? Non, je ne pense pas qu'on puisse le qualifier de naïf. C'est vraiment quelqu'un qui... Par exemple, les scientifiques cultivent le doute. Ils ne cessent de questionner la réalité. Il y a quelque chose de ça chez le futur complotiste. Il questionne la réalité et il va chercher des éléments dont certains éléments sont tout à fait défendables. Et Rémi, c'est pas un cas isolé. Rémi, il correspond peut-être à un profil. Est-ce qu'il existe un profil d'ailleurs de l'adhérent aux théories du complot? C'est toute la question du portrait robot du complotiste. On a dit c'est des naïfs, non c'est pas ça. On a dit c'est des jeunes, non c'est pas ça non plus. On a dit aussi c'est des paranos, c'est des malades, non ce n'est pas ça non plus. En fait, les complotistes, ils sont plutôt cultivés. Ils s'informent. Et donc, le fait qu'ils soient cultivés et même diplômés, souvent, leur permet d'avoir accès à une certaine littérature scientifique dont ils vont ponctionner les éléments qui les intéressent. En plus, ils font partie d'une certaine élite intellectuelle et donc ils vont avoir une bonne conscience de ce qu'ils sont capables de penser à propos des choses. Élite intellectuelle, mais ils sont assez désabusés par la société. Et du coup, ils vont se réfugier dans des discours plutôt anti-système. Et surtout quand ce système, c'est les politiques, c'est les médias. Et donc ils vont aller s'informer dans les réseaux sociaux. C'est même aussi les hôpitaux. Sauf de nouveau quand il y a une infirmière qui vient faire un témoignage disant qui conforte le complotiste dans ses pensées. Ils sont anti-système, on les trouve plutôt à gauche, extrême gauche, pardon, ou extrême droite. Ils n'aiment pas penser comme tout le monde. D'ailleurs, ils détestent les moutons. Oui, il y a une forme de condescendance peut-être alors dans leur attitude. Dans leur attitude, en tout cas... On leur rend peut-être. Il y a en tout cas la volonté d'avoir une certaine forme de gratification sociale auprès de leur père. Pas sans aller jusqu'à... Pas dans la condescendance vraiment, mais dans le souci d'être écouté. D'accord. Et le consommateur de théories du complot, ce n'est pas le seul levier sur lequel s'appuient ces théories. Dans une série de capsules vidéo que vous avez développées sur le site théorieducomplot.be, vous en décrivez les mécanismes. Il y a par exemple l'opposition à une thèse officielle. Qu'est-ce que ça veut dire si on prend l'exemple par exemple de la théorie du complot qui lie la 5G à la Covid ? Voilà, donc les théories du complot, il y a une définition, elle a été donnée. Cette théorie du complot qui lie la 5G au Covid, ça repose sur une vieille rumeur au départ. C'est l'idée que, je le rappelle, la 5G propagerait plus facilement le virus. On disait déjà ça de la grippe espagnole au début du XXe siècle. Et on disait que c'est la radio qui propageait ce virus. Mais ce qui n'est pas la thèse officielle, ça répond à la thèse officielle. Voilà, la thèse officielle, c'est qu'il y a un virus qui se développe par contact. Et donc cette théorie, elle est reprise aujourd'hui à propos du coronavirus. Alors je dirais, oui, des définitions de la théorie du complot existent, mais il y a aussi les fake news, il y a aussi la propagande, il y a aussi la désinformation, les rumeurs, les légendes urbaines. En fait, tout ça, c'est de la fiction qui est tenue pour vraie. Et pour créer cette fiction, donc il y a, vous l'avez dit, manipulation de l'actualité, il y a la manipulation des petits hasards et on retrouve enfin l'accumulation d'arguments. Et coïncidence, je ne crois pas, on a justement un petit extrait de ces fameuses capsules. Quatrième point commun, l'accumulation d'arguments pour confirmer leur théorie. Même si ceux-ci n'ont pas de rapport entre eux, leurs arguments donnent l'impression qu'une autre explication s'impose. C'est souvent à celui qui ne croit pas au complot de prouver qu'il a raison.
Des capsules qu'on retrouve donc sur le site théorieducomplot.be. Si je puis me permettre une petite remarque, allez y jeter un œil parce qu'elles sont vraiment bien foutues. Voilà, c'est pour Merci, si vous la le dites. petite promo. Et quitte à faire un peu de promo, on va vous reparler de notre numéro WhatsApp, le 0471 200 300. Vous envoyez le hashtag débrief avec votre question, vos commentaires. N'hésitez pas, on tentera de les prendre en compte en direct. Jean-Claude, l'adhésion à une théorie du complot, ça ne se limite pas à des partages sur Facebook, ça peut parfois aller très très loin. Et dans le cas de Rémi, vous l'avez dit, c'est allé très très loin. C'est allé très très loin parce qu'au départ, il s'intéressait aux dérives du néolibéralisme, il s'intéressait à la marchandisation de la santé. Et entre autres, il était extrêmement critique vis-à-vis des firmes pharmaceutiques. Puis à un moment donné, il y a un déclencheur, c'est-à-dire il commence à développer un cancer. Il est confronté à une médecine spécialisée qui n'est pas toujours très humaine, alors qu'à côté de ça, il a un naturopathe qui, lui, l'écoute, en fait, simplement. Et donc, il y a une relation personnelle qui s'établit et qui fait que petit à petit, il adhère à des théories qui, au départ, sont plutôt... Pour finir, sa maladie ne l'a pas ramené vers la médecine traditionnelle. Il l'a carrément fait plonger vers quelque chose d'alternatif et de pas vraiment... Oui. Alors c'est toujours le problème de la médecine scientifique. Dans la médecine scientifique, il y a le mot science. Alors les scientifiques, on l'a vu avec le Covid-19, ils affirment pas les choses de façon certaine. Ils disent, nous pensons que, mais peut-être que, il y a une marge d'erreur, etc., etc. C'est pas un discours rassurant, le discours scientifique. Alors que par contre, le discours complotiste, lui, est un discours rassurant parce que là, on a quelque chose de carré, de rationaliste, pas de rationnel, mais de rationaliste. Et donc, cette apparence de rationalité est beaucoup plus rassurante que le discours scientifique qui, lui, pour le coup, a l'air un peu ésotérique par moments. Oui. Un truc qui est dingue avec l'histoire de Rémi, c'est que ça part de quelque chose qui est très naturel, c'est le doute. Et c'est même plutôt sain de douter. Oui, mais je dirais que c'est une maladie du doute, en quelque sorte, ou c'est de l'hyper-doute, si on veut. Mais c'est surtout un doute qui évacue toute hypothèse qui ne va pas dans le bon sens. Un scientifique, qu'est-ce qu'il fait ? Il doute, il émet une hypothèse et puis il vérifie son hypothèse une fois, deux fois, trois fois. Et puis si ça ne vérifie pas, il abandonne son hypothèse. C'est pareil d'ailleurs pour les journalistes. Les journalistes sont conçus, sont formés pour vérifier les faits. Le complot. C'est pas toujours le cas. Je sais de quoi je parle. C'est pas toujours le cas. En tout cas, d'un point de vue déontologique, ça devrait. Mais vous savez, il y a des scientifiques qui ne font pas les vérifications nécessaires. Il y a des journalistes qui ne le font pas non plus. Donc, vous savez, il y a des bons journalistes, il y a des bons scientifiques. Il y en a qui sortent un petit peu des cases. Et douter, tout le monde doute. Enfin, moi-même, j'ai l'impression d'être plutôt rationnel. Quand j'entends Covid, pangolin, j'ai toujours un peu ce sentiment, est-ce qu'on ne nous prend pas encore pour des jambons, pardon. Il n'y a pas que moi qui le pense, il y a Sébastien de Charleroi qui a réagi sur le WhatsApp. Il dit qu'il a des doutes sur les origines du Covid et de ce fameux pangolin. Donc, est-ce que ça fait de lui un complotiste ? Alors, la réponse est toute simple. C'est très bien d'avoir des doutes sur le Covid. C'est un signe de bonne vitalité démocratique. Ayons des doutes. Par contre, essayons de nous informer pour voir si nos doutes se révèlent être judicieux, exacts. Est-ce que l'opacité des institutions, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient médiatiques, est-ce que l'opacité crée ce terreau fertile pour les théories du complot ? Tout à fait. C'est un tort, une erreur au départ. Oui, à partir du moment où on essaye de faire de la rétention d'informations, à partir du moment où on se trompe, où un scientifique se trompe, où un journaliste se trompe, c'est le point de départ d'une théorie du complot qui va prendre comme exemple spécifique et unique l'erreur scientifique ou l'erreur journalistique. Dans l'histoire, on a eu énormément de cas d'erreurs journalistiques qui ont été mises en paradigme pour expliquer effectivement que les journalistes se trompent. Le complotiste va dire le journaliste nous trompe. Jean-Claude, ce qu'il nous raconte, c'est une théorie psychologique assez simple, c'est le fait que quand vous détectez un mensonge quelque part, vous vous dites s'il m'a menti sur un point, il va me mentir sur tout. Il y a une généralisation, c'est-à-dire qu'à partir d'une information exacte, il m'a menti, j'ai pu vérifier qu'il m'avait menti, alors il m'a menti sur tout. Il y a un moment où le doute sain
devient néfaste. À quel moment s'opère le glissement, en fait, Jean-Claude? C'est le moment où, au lieu de faire un choix responsable, c'est-à-dire j'ai plusieurs options, je suis pas sûr de la bonne, mais disons que je pense qu'il y en a quand même une qui a ma préférence et j'en fais le choix et j'en prends la responsabilité. Au lieu de prendre cette position responsable, on cherche une certitude. Et on rencontre une pensée, on rencontre un personnage éventuellement qui, lui, vous propose une espèce de prêt-à-porter de certitude, un élément de certitude qui vous manque. D'accord. Et une autre raison qui fait qu'on peut adhérer à une théorie du complot, c'est qu'elles sont véhiculées par des personnalités séduisantes, tout aussi séduisantes que les théories elles-mêmes. On va s'intéresser à un cas précis, si vous le voulez bien. Et même si vous ne voulez pas, c'est moi qui décide. C'est celui de Jean-Jacques Crèvecoeur. Alors Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est un Belge. Il est exilé au Canada. Il a été très actif dans la circulation des théories du complot. On vous dresse son profil. Lui, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Bonjour, je suis Jean-Jacques Crèvecoeur. Bonjour. Il n'en a pas l'air comme ça, mais avec plus de 300 000 abonnés sur Facebook et 200 000 sur YouTube, c'est sans doute le complotiste belge le plus influent, surtout depuis la crise du coronavirus. Oui, je sais que c'est curieux. Je vous explique. Avant d'être un complotiste, Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est d'abord un auteur à succès, près d'une dizaine de livres sur tous les sujets. Le langage de la guérison. Être pleinement soi-même. Prenez soin de vous. En gros, des bouquins de développement personnel qu'il a ensuite transformés en conférences. Donc ça va être une conférence assez interactive, audiovisuelle, vous allez voir, vous allez bouger. Qu'il a ensuite transformé en vidéo YouTube où il donne à la fois des conseils de vie. Un des remèdes contre la procrastination, c'est de désespérer. Et où il raconte sa life. Ma femme me reprochait toujours de ne pas être à son écoute. Il en fait un business et réussit à se faire de l'argent grâce à une plateforme payante, une promo intense et beaucoup de modestie. J'ai un succès qui est de plus en plus grand sur Internet. Plusieurs vidéos gratuites de formation sont disponibles. Auparavant, je faisais payer et maintenant, je les offre gratuitement. Mais c'est à partir de la grippe A H1N1 de 2009 que Jean-Jacques commence à dérailler lors d'une conférence au Canada. Tous les jours, on vous parle d'une grippe qui n'existe pas. Anti-vaccin et anti-médecine traditionnelle, ces vidéos explosent avec la crise du coronavirus. C'est une manipulation à l'échelle de la planète qui consiste à vouloir installer une dictature mondiale. Résultat, en août dernier, YouTube décide de supprimer sa chaîne et ses 200 000 abonnés. Car il est accusé de propager des fake news. Vous voyez, je suis toujours vivant malgré la suppression de ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous laisse. Merci de tous ces beaux conseils de la vie. Je vais acheter ce costume de Baba Cool. Ça donne un petit style, quand même. Jean-Claude, vous êtes aussi spécialiste des dérives sectaires. Est-ce qu'on peut parler de gourou dans le cas de Jean-Jacques Crèvecoeur, par exemple? Je ne pense pas, parce que le gourou essaye de réunir un groupe autour de lui. Après, il y a probablement des enjeux assez proches. Enfin, je ne connais pas ce monsieur, mais je suppose qu'il y a un désir d'avoir, peut-être pas du pouvoir, mais en tout cas... il y a une espèce de cercle vicieux comme ça où ces gens ont des certitudes absolues. Par exemple, je suis sûr que le Covid-19, ça n'existe pas. Mais cette certitude, elle s'appuie sur le fait de convaincre d'autres gens. Les gens en question ont envie d'être convaincus parce qu'ils ont besoin de s'appuyer sur la certitude. Vous voyez, ça tourne comme ça, c'est une relation circulaire. Et donc là, il y a quelque chose qui est très très proche de ce qu'on trouve chez les gourous. Après, il n'y a pas cette dimension groupale. Il n'y a pas effectivement de création de groupe, mais il y a quand même, via les réseaux sociaux essentiellement, une création de communauté. Yves, est-ce qu'on les distingue bien, les gourous des complotistes? Oui, alors j'ai envie de dire que Jean-Jacques Crèvecoeur, qui n'est pas là pour pouvoir se défendre, c'est presque une encyclopédie en 20 volumes du complotisme. Il y a plusieurs Jean-Jacques Crèvecoeur. Il y a le Crèvecoeur intéressant qui produit des bouquins de développement personnel, bon, pas très original, mais ça tient la route. Et puis il y a le Jean-Jacques Crèvecoeur complotiste qui ne s'est pas contenté de ses théories récentes sur le virus, mais il faut aussi rappeler qu'il est climato-sceptique. Par exemple, et il
sa théorie, c'est qu'il y a une dictature mondiale qui essaye de s'installer. À partir de là, ça c'est sa certitude. Il va proposer des théories aussi délirantes qu'on installe des guillotines pour les réfractaires au vaccin. Les masques, c'est pour nous endormir. D'ailleurs, les changements climatiques, ça n'existe pas. C'est aussi un moyen pour détourner l'attention. Ces théories séduisantes, parce qu'il y a des gens qui accepte d'être séduit par ces théories. Il n'est pas né un matin en disant un jour je serai gourou. Hein, il faut bien le comprendre. Mais on a tort d'en parler du coup. Bien entendu, on lui fait une publicité énorme parce que ses adeptes vont renforcer la croyance en Jean-Jacques Crèvecoeur et ceux qui n'y croient pas a priori vont s'intéresser à lui. Je pense par rapport à cette question du gourou, il y a une espèce de légende qui voudrait soit que le gourou soit un super manipulateur machiavéliquement intelligent qui convainc n'importe qui, soit que l'adepte soit faible, fou, idiot, alors qu'en fait c'est une rencontre. Il y a une rencontre entre l'adepte et le gourou. Et les personnalités, enfin, le monde n'est pas manichéen, les personnalités sont plus complexes que ça, on l'a compris. On va parler de Didier Raoult justement, parce qu'on a une question de Sarah de Liège. Didier Raoult peut-il être considéré comme un leader de théorie du complot, Yves ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que le professeur Raoult est anti-système. Ok. Il ne développe pas de théorie du complot, dont il critique les enjeux économiques et financiers de sa profession. Il a d'ailleurs un look entre Astérix et un musicien de death metal. J'aime bien Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, moi j'ai pas vu la ressemblance, mais enfin bon, je pense que je devais mettre mes lunettes ce jour-là que j'ai oublié. Bon, peu importe. Mais en tout cas, il est une personnalité hors système. Oui. Il vient de la campagne ou il vient de la province par rapport aux gens de la ville. Et donc il va séduire cette population qui se sent hors système et qui se sent brimée, méprisée par une espèce d'élite dont le professeur Raoult refuse de faire partie. Mais enfin, il a quand même véhiculé des informations du type le Covid ne fera pas de victimes ou très peu, ça ne vaut pas plus qu'une petite grippe et c'est les médias qui en font des caisses. Oui, eh bien, moi ça me rassure assez. Ça me rassure assez parce que ça devrait montrer que la médecine aussi peut se tromper. On se trompe, d'accord. Que la médecine n'est pas une science exacte et surtout par rapport à un virus qu'on a découvert un jour, presque du jour au lendemain. Donc, il s'est trompé, ce n'est pas moi qui le dis, évidemment, c'est le consensus scientifique contre lequel il se bat, ce qui en fait un acteur hors système qui va séduire une série de personnes. Une dernière question de Emery, je pense, je ne sais pas s'il y a une faute de frappe. Emery nous demande, est-ce que les complotistes ont un problème psychologique ? Si oui, est-il correctible ? Moi, j'ai envie de vous faire une confidence. Nous sommes tous complotistes. Par rapport à des informations que nous tenons pour vraies, même si elles sont fausses, nous adhérons à cette théorie du complot parce que nous y croyons. On ne va pas forcément chercher plus loin. Du coup, dire les complotistes ont un problème psychologique, ça reviendrait à dire que nous sommes tous un peu cinglés dans notre tête, si je puis dire. Bon, maintenant, il y a sans doute des personnalités ou des terrains psychologiques plus favorables. Mais je pense qu'il y a des degrés. Entre le complotiste du comptoir, du bar du coin, qui discute, celui comme Rémi dont j'ai parlé, qui se laisse convaincre. La fin était funeste. Qui se laisse convaincre, le gourou de secte, le pervers. C'est toutes sortes de complotistes qui sont extrêmement différents. Alors, vous-même, ça vous est arrivé de vaciller dans votre carrière face à un complotiste ? Tout à fait. Alors, vaciller, pas dans le sens où j'aurais pu me laisser convaincre, mais dans le sens d'être déstabilisé, parce que s'il y a bien une profession où on cultive le doute, c'est la profession de psychologue. Et donc, quand vous êtes en face de quelqu'un qui ne doute plus, pour une raison ou une autre, oui, c'est très déstabilisant. Vous ne savez pas très bien comment vous positionner. Et cette certitude, elle est déstabilisante, mais ce qui est déstabilisant aussi, c'est le fond de vérité qui existe dans les théories du complot. Il faut rappeler aussi qu'il y a de vrais complots qui ont existé. Mais pour que ça marche, une théorie du complot doit contenir un élément de vérité. Je prends juste un exemple. Vous avez peut-être déjà vu dans le ciel des traînées d'avions. La plupart du temps, elles disparaissent après quelques secondes, mais il y en a qui restent.
de longues minutes parfois, et ça fait des quadrillages. chemtrails, On appelle ça des chemtrails, effectivement. Ça fait des quadrillages dans le ciel. Ben, on a dit, oh là là, ça c'est un truc pour répandre le virus, c'est un truc pour nous empoisonner, pour réguler le climat, etc. Donc c'est une théorie qui a énormément de succès. Il y a un élément de vérité, c'est qu'effectivement, oui, il y a des expériences qui ont eu lieu d'avions qui répandaient un produit chimique sur des nuages pour faire pleuvoir. Donc il y a toujours un petit élément de vérité par rapport à la théorie selon laquelle Bill Gates veut nous inoculer de force au moment du vaccin une puce pour pouvoir nous contrôler. C'est complètement délirant, sauf qu'il y a un élément de vérité, c'est le pouvoir des espaces numériques sur nos vies, la préhension de nos données personnelles par le GAFA, etc. Donc, élément de vérité, mais à partir de là, une théorie délirante. Et l'autre problème, c'est que le complot, pour finir, ça existe. La question est vraiment passionnante et on aurait pu en parler pendant des heures, évidemment. Malheureusement, nous n'avions que 26 minutes. Si vous voulez creuser encore un petit peu la question, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Yves ? Sur un site qui s'appelle www.théorieducomplot.be. Et Jean-Claude, on vous retrouve où ? Moi sur le site de mon ASBL, donc qui est préfèreasbl.com. Et un petit mot de la fin, peut-être ? Oui, donc évitons le mépris par rapport aux complotistes, évitons aussi la moralisation des complotistes, surtout quand elle vient des médias, puisque justement nous avons en face de nous des gens qui sont anti-système, anti-médias, et donc la moralisation par les médias, ça ne fonctionne pas, c'est même contre-productif. J'espère qu'on a évité alors ce soir. Jean-Claude, vous, un petit mot de la fin, peut-être un conseil pour ne pas dévier vers les théories du complotisme ? Un conseil, c'est pas tellement pour ne pas dévier, c'est plutôt comment se positionner, un peu dans le prolongement de ce que disait Yves. Je dirais d'abord, je répète, ne pas argumenter. Et alors plutôt que d'argumenter, se demander à un moment donné et demander à la personne, non pas ce que son maître ou gourou ou qui que ce soit lui enseigne, mais pourquoi lui, ça l'intéresse. Avoir une vraie curiosité, on n'est pas assez curieux en fait. Avoir une vraie curiosité pour les vraies raisons qui font qu'ils s'intéressent à cette théorie complotiste. Sauf évidemment... d'en parler, peut-être aussi de les véhiculer trop facilement. Non, je dirais moi, mon seul bémol, c'est si on sort de la loi, évidemment. Ok, d'accord. Merci à tous les deux d'être venus nous aider à comprendre le phénomène. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. On parlera des fans de Donald Trump, les pauvres. Et c'est Jessica Riga qui prendra le relais. Là-dessus, il se fait tard. Filez au lit, ciao. Peut-être se faire un petit check.